Je vois que tout le monde est assis quasiment. Écoutez, donc on va lancer l'événement. On est ravis avec Fasterclass et je représente Learning Boost. Je suis Rodolphe, le directeur général de Learning Boost. Et donc on est ravis avec Fasterclass de vous accueillir aujourd'hui pour la restitution de notre baromètre sur les pratiques managériales 2023. Donc c'est un travail qui a son origine au salon Learning Technologies de l'année dernière. Pour tout vous dire, en fait, on était voisins de stand. On s'est bien entendu. Et tout ça, ça a donné, après de grosses discussions, l'idée de collaborer ensemble et de mettre en commun nos expertises. Donc on a décidé de mutualiser nos forces pour vous proposer toute la démarche qui nous amène aujourd'hui. Et donc voilà, donc on est ravis de vous accueillir. Et je vous propose de commencer sans plus tarder par le programme de l'événement. Donc il va démarrer tout de suite avec la présentation de la restitution et une table ronde avec des intervenants qu'on va vous présenter très rapidement et on est ravis de les accueillir. Ensuite, on vous proposera de prendre un petit café après avoir entendu toute cette restitution pour pouvoir discuter aussi entre vous et on sera ravis de poursuivre les discussions à ce moment-là. On vous propose ensuite, et on a la chance de l'avoir aujourd'hui, une keynote de Stéphane Moriou, donc expert du feedback, et qui vous donnera sa vision sur ces sujets-là. Et ensuite, on clôturera l'événement à 11h. On sera de notre côté disponible ici, si vous souhaitez prendre un petit moment pour discuter. Donc les équipes Learning Boost et Fasterclass seront disponibles. Ce que je vous propose, c'est qu'on se présente rapidement et qu'on présente nos expertises, puisque j'en parlais et je parlais de la mutualisation qu'on en a fait. Donc du coup, chez Learning Boost, très rapidement, on propose à nos clients une solution qui permet de créer des questionnaires d'autopositionnement. Ce qu'on veut, c'est analyser les pratiques des gens et en faire un lien avec les compétences. Et ça nous permet deux cas d'usage majoritaires, c'est de faire des baromètres au sein des organisations ou au sein d'un écosystème pour comprendre où en sont soit les collaborateurs, soit les membres de l'écosystème sur un sujet donné. Et on est aussi capable d'accompagner la montée en compétences chez nos clients en analysant un petit peu l'impact des actions de formation, en se plaçant en amont et en aval d'actions de formation. Et voilà. Et donc on travaille avec différents types d'acteurs, que ce soit des acteurs privés ou publics, sur pas mal de sujets. Je vais laisser la parole à Raphaël pour présenter les activités de Fasterclass. Bonjour à tous. Merci Rodolphe. Donc, Fasterclass, vraiment en 20 secondes, on est un organisme de formation. On est certifié Calliope. On est spécialisé dans les soft skills, donc tout ce qui va être du management à la gestion de projet. Et si on a une mission, c'est réenchanter la formation, l'expérience de formation, en ayant un maximum d'impact en un minimum de temps. Voilà, on sait que le temps, c'est une ressource précieuse. Donc voilà, un max d'impact en un minimum de temps. Maintenant que vous avez compris ce qu'on fait chacun, en fait, ce qu'on a voulu proposer, donc c'est un baromètre des pratiques managériales en France. Et comment on a fait ça ? On s'est d'abord posé la question de savoir quels sont les enjeux qui nous paraissent importants pour les managers aujourd'hui en France. Une fois qu'on a défini ça, ça nous a permis de créer un questionnaire qu'on a soumis à un ensemble de personnes en communiquant sur les réseaux sociaux, dans nos canaux de communication, etc. On a réussi à avoir du coup 500 répondants à cette étude. Et l'idée, c'était d'identifier un peu là où ils se situent sur des compétences qui nous semblaient importantes. Et les compétences sont les suivantes, du coup, le management situationnel, donc à savoir déjà comment on se développait en tant que manager et du coup comment on développe son équipe, donc quels sont les rituels pour chaque manager de développement et de développement de son équipe. Ensuite, sur l'organisation et la planification, l'idée c'est de dire comment est-ce qu'on s'organise personnellement et du coup comment est-ce qu'on arrive à animer un collectif. Donc on a interrogé les pratiques sur ces sujets-là. Et le dernier axe, c'est le feedback. Donc quelles sont les routines qui permettent grâce au feedback de grandir en tant que manager et comment est-ce qu'on arrive à instaurer aussi une culture du feedback par les pratiques. Donc on a proposé un ensemble de pratiques sur lesquelles les gens se sont positionnés. Pour juste vous préciser l'échelle, parce que c'est important, vous verrez des radars, les scores sont notés de 0 à 100 en fait sur les radars. L'échelle c'est 0 à 100. Un peu de démographie, l'idée c'est de vous dire qu'on a 75% de notre cible qui a entre 30 et 49 ans, 75% des répondants, pardon. Donc c'est une donnée intéressante et on a effectivement dans les tranches d'âge un peu plus extrêmes un peu moins de répondants, mais ils sont là aussi, donc c'est intéressant. Sur les entreprises, on a une représentativité de tout type d'entreprises globalement, que ce soit des TPE, PME, des ETI ou des grands groupes. Donc ça c'est plutôt intéressant parce que ça nous permet d'avoir une vision sur les pratiques managériales dans différents environnements d'entreprise. Et en termes de seniorité, on voit que globalement on a aussi une représentativité assez
large de toutes les types d'expériences managériales, avec un peu un cœur qui se situe sur une expérience moyenne, je dirais, moyenne à forte, entre 10 et 20 ans. Voilà, donc je vous propose sans plus tarder qu'on puisse accueillir les intervenants qui vont nous accompagner dans cette restitution, et on est ravis de les accueillir. Magnifique, le hasard fait bien les choses. Donc on a choisi 3 intervenants qu'on admire, c'est peut-être qu'on admire, voilà. Charles, je sais que ça fait plaisir. Ça commence bien. Qui ont été des références pour nous sur toute la partie formation, gestion des talents, avec des boîtes qui donnent des étoiles dans les yeux. Donc pour commencer, en fait, je vous propose de vous présenter en 30 secondes, comme ça vous savez l'assemblée sait à qui elle a affaire, pour répondre aux questions qui vont vous cuisiner. Ils vont carrément nous cuisiner. Ok, donc moi je suis Charles, je suis le DRH de la société Lucas. Lucas, on fait des logiciels RH, on a 13 modules RH pour faire tout plein de fonctionnalités pour automatiser et optimiser les processus administratifs et financiers. Le petit truc sur mon parcours, c'est que je suis DRH depuis 10 mois. Et avant, j'étais ici en tant qu'entrepreneur à la station F, et on a été racheté par Lucas. La société a été intégrée par Lucas pendant 1 an, et après, la vie a fait que on aime bien la mobilité interne chez Lucas, et on peut passer de CEO d'une boîte rachetée à DRH. Voilà. Et ça fait rêver, objectivement. Alors moi, je suis Marine, je suis en charge de tout ce qui est gestion des talents, formation, culture, et ça c'est fondamental dans ce type de boîte. Et engagement chez Aircall. Donc Aircall, c'est une boîte qui vend une solution de téléphonie dans le cloud. Nous sommes à peu près 800 aujourd'hui, et surtout très internationaux, puisque dès le début, les fondateurs ont mis un pied à Paris, un pied à New York. Et donc aujourd'hui, on a près de 60 nationalités. C'est un petit challenge supplémentaire, mais hyper excitant. Et voilà. Et pour ma part, François Fournier, moi, je suis en charge du learning, développement, leadership développement, talent développement chez Content Square, que j'ai rejoint il n'y a pas très longtemps non plus, ça fait un peu plus d'1 an. Ça fait une vingtaine d'années que je travaille avec passion dans la formation, soit en prestation de services, et les 12 dernières années plutôt en entreprise, dans des boîtes de tech digital à forte croissance, Dassault Systèmes, Criteo, entre autres. Content Square, quelques petits mots. Nous, c'est une société qui a un peu plus de 10 ans. On a fêté nos 10 ans en 2022, qui a été fondée par Jonathan Cherki, qui est toujours notre CEO. Belle croissance, puisque là, on atteint 1600 personnes dans le monde. Et nous, on propose une solution d'analyse des expériences digitales. Donc, on a un peu plus de 1000 grandes marques qui nous font confiance pour les aider à analyser les comportements, les sentiments, les ressentis des clients sur un peu plus d'1 million de sites web et d'applications mobiles. Alors, comment est-ce qu'on va procéder pour cette table ronde ? Je vais avoir 5 questions à leur poser. Et pour poser ces 5 questions, en fait, on a ressorti des données de l'étude qui nous ont marqués. La première chose, donc on a interrogé des managers. On s'est rendu compte que 80% des managers quasiment se posent la question de qu'est-ce que je veux mettre en place comme action en tant que manager, quel type de manager je veux être, etc. Donc les managers se questionnent vraiment, quoi. Et il n'y a pas qu'une réponse. Par exemple, la moitié des collaborateurs sont à l'aise avec le fait de parler à la fois de pro et de perso avec leur manager, alors que l'autre moitié, à l'inverse, ils ne veulent pas du tout, ils veulent bien séparer le pro et le perso, on ne parle pas du perso, etc. Donc il y a plusieurs types de managers, il y a plusieurs réponses possibles. Et du coup, la première question, mais c'est quoi un manager chez vous ? Je commence ? Allez, let's go. Je voyais juste la stat d'avant et je me disais, en fait, les 20% de managers qui ne s'interrogent pas sur leur pratique, c'est peut-être ceux qui nous prennent 80% de notre temps à nous, RH. Mais c'est quoi un manager chez nous ? Alors nous, on a une définition assez simple. C'est un manager, contrairement à un contributeur individuel, c'est quelqu'un qui est responsable d'un travail qui n'est pas fait que par lui. Et de ça découle pas mal de choses, et notamment la responsabilité. Donc, concrètement, aujourd'hui, pour donner d'abord le portrait robot, chez Lucas, nous, notre moyenne d'âge, c'est 30 ans. Et donc, de facto, nos managers, ils ont 30 ans, parfois moins, parce qu'on peut devenir manager en 2-3 ans chez Lucas, donc ça va très vite. Donc, c'est quand même quelqu'un de relativement jeune, qui n'a pas forcément d'expérience managériale. C'est souvent des primo-managers. Voilà. On parle de primo-accédants, mais on va parler de primo-managers également.
Et ça implique des challenges dont on va peut-être parler aussi aujourd'hui, parce que c'est des personnes qu'il faut arriver à rendre plus légitimes, à donner de la confiance, parce que c'est pas évident quand on débarque là-dedans, c'est-à-dire qui je suis pour éventuellement manager quelqu'un. Donc ça, c'est un peu le profil type de ces managers-là. Et comme il est responsable du travail des autres, il est responsable in fine, donc on a cette culture un petit peu de l'accountabilité en bon français, comme on dit. L'élément qui nous semble important, c'est quelqu'un aussi qui est performant dans son métier actuellement, mais aussi quelqu'un qui doit incarner des valeurs. Parce qu'effectivement, quand on est une société qui croît, donc chez Lucas, alors c'est assez rigolo, on s'est mis dans l'ordre, mais aussi dans l'ordre de croissance, parce que nous, on est à peu près 400, vous êtes à peu près 800 et vous 1600, donc ça fait x2 à chaque fois. On espère que Faster Class sera très vite 3200. Nous, on est 6. Mais effectivement, dans ce contexte de croissance, dont on croît de près de 50% par an, le manager, c'est aussi celui qui va devoir infuser des pratiques, une exemplarité et des normes dans son équipe. Et donc, c'est pas juste quelqu'un qui est performant techniquement, c'est pas quelqu'un juste qui aide à faire, c'est aussi quelqu'un qui incarne une culture, qui est le relais de ce qu'on essaye d'être chez Lucas avec notre ADN et nos valeurs. Ouais, je te rejoins, j'ai beaucoup de choses aussi en commun. Donc chez Aircall, beaucoup de primo-managers, 32 ans de moyenne d'âge, donc finalement, on n'est pas très très loin. Énormément de primo-managers. Et le tout dans une hyper-croissance très forte. Donc des jeunes qui n'ont jamais été managers, qui sont tout seuls et qui en 6 mois peuvent se retrouver à 2, puis 10, le tout avec des équipes aux 4 coins de la planète. Comment on fait ? Alors, chez Aircall, on s'est très vite posé la question de c'est quoi être manager chez Aircall. Et très rapidement, il a été clair qu'il fallait définir très précisément les expectations, en bon français là aussi, qui étaient, pas chez nous, c'est effectivement un relais de la culture. C'est un garant de l'échange. C'est un relais, c'est un écouteur. Enfin, pardon, là pour le coup, c'est pas du bon français, mais qui va être en capacité de faire remonter les informations. Et on a très vite identifié que c'était un pilier fondamental, surtout en hypercroissance. Donc on a très vite beaucoup passé de temps investi sur cette population. Et on s'est même dit, nos équipes sont certes jeunes, mais et comme tout va très très vite, eh ben on va considérer comme manager ce qu'on appelle les team leads. Alors ça, pour le coup, c'est vraiment très tech, mais on considère et on forme les team leads en les appréhendant, en les préparant à être manager dès le départ, pour vraiment parce qu'ils ont besoin d'être aidés, objectivement. Donc on rentrera dans les détails de ce qu'on fait après, mais c'est vrai que du coup, cette population, aujourd'hui, c'est près de 250 personnes sur 800, et qu'on dorlote parce que c'est vrai qu'ils prennent cher, objectivement. Alors, on se reconnaît beaucoup. Aussi, quelques éléments de contexte. Effectivement, on parle de croissance, hyper-croissance. Qu'est-ce que ça veut dire ? Pour Content Square, on est 1600, on a recruté 750 personnes en 2022. C'est-à-dire qu'on a fait x2 en 12 mois, 100%. C'était intéressant. Nous, âge moyen 33 ans, vous voyez, on vieillit un peu, hein, mais pas tant que ça. Et présence globale aussi, puisque la France, c'est notre berceau historique de la croissance, mais aujourd'hui, c'est juste, entre guillemets, un tiers de nos effectifs, avec plus de 20 nationalités en France. Mais on est présent dans tout le reste de l'Europe, en Israël, aux États-Unis, en Asie-Pacifique, Japon. La grande majorité de nos managers ici, en tout cas nos first line managers, sont aussi promus en interne, pour la même dynamique qui a été écrite. Souvent sur des laps de temps courts. Alors après, chaque entreprise a son horizon temporel, mais nous, de la même manière, on peut avoir été un très bon contributeur individuel performant, promu manager et promu manager de manager en 3-4 ans, voire moins. Et donc, c'est beaucoup de transitions à assumer. Nous, je ne sais pas si c'est notre portrait robot, mais en tout cas, dans l'ADN de nos managers, une chose importante, c'est du fait de la croissance rapide, il y a là ce besoin de légitimité technique, métier, de crédibilité et d'être aussi des doueurs. Tous nos managers, first line, middle manager, ils ont aussi une partie de leur scope où ils sont hands-on et ils font. Et c'est important en termes de capacité opérationnelle et de légitimité auprès des équipes. C'est aussi dans ces phases d'hypercroissance le fait qu'ils aient la capacité, même s'ils sont jeunes et talentueux, de traduire une vision, des objectifs stratégiques, parfois avec un peu d'ambiguïté et d'incertitude,
dans une roadmap, dans un plan dans lequel j'embarque l'équipe et quarter après quarter, on est capable de délivrer et d'exécuter. Et puis la troisième dimension, je vous rejoins, c'est finalement les fondamentaux. Je deviens manager ou leader d'individus et d'un collectif, et c'est d'incarner tout ce qui a pu être dit sur cette dimension managériale. Et nous, en termes d'ordre de grandeur, on a à peu près un peu plus de 300 managers aujourd'hui, avec une grosse majorité qui sont first line direct manager. Alors, vous avez tous les trois parlé de l'importance de ces managers dans vos entreprises, de l'importance aussi du coup de les accompagner parce que ça peut aller très vite, qu'il y avait beaucoup de phases de transition. Donc on s'est interrogé dans l'étude sur est-ce qu'il y a des moyens, quels sont les moyens d'accompagner ces managers qui fonctionnent le mieux. Donc là on a comparé, bon déjà il y avait un manager sur deux qui avait répondu, on l'a pas mis là, mais il y avait un manager sur deux qui avait jamais été formé. Donc ça c'est un premier sujet. Mais ensuite, parmi ceux qui avaient été formés, on a demandé comment est-ce que vous avez été formés. Est-ce que c'est avec votre école? Est-ce que c'est tout seul dans votre coin? Est-ce que c'est en présentiel ou à distance avec du e-learning? Est-ce que c'est avec du pair à pair? Et ce qui est ressorti, c'est que ceux qui avaient été formés avec une modalité pair à pair avaient des meilleurs scores dans notre questionnaire, dans notre autodiagnostic de manager. Du coup, la question que j'ai envie de vous poser, c'est dans vos entreprises, quelles sont les attentes formulées par vos managers pour leur formation? Est-ce qu'eux, ils vous demandent du pair à pair? Est-ce qu'ils vous demandent déjà d'être accompagnés ou pas? Ou c'est vous qui leur dites, les gars, il faut quand même se former? Et quand ils vous demandent d'être formés, est-ce que c'est tout seul dans leur coin en mode je suis autonome, je me débrouille? Ou est-ce qu'ils demandent du pair à pair? Alors moi, je vais prendre la question plutôt en parlant de la réponse qu'on a apportée. Donc, on vend un téléphone et ce qu'on vend à nos clients, c'est the power of conversation, le pouvoir de l'échange. Et donc, la première chose qu'on s'est dit, c'est ça, on va le faire en interne. Donc, toute notre politique RH s'appuie là-dessus. Et donc, on a adopté dès le départ, donc moi je suis au tout début de la création de la politique de learning, une stratégie de collaborative learning. En se disant, en fait, ce qu'on veut, c'est que chez Aircall, on apprend autant qu'on partage. C'est vraiment un échange, c'est dans les deux sens. C'est une volonté pour nous d'exploiter, dans le sens positif du terme, les talents de nos collaborateurs pour qu'ils partagent leur savoir et en échange, que les uns et les autres puissent bénéficier justement de ce savoir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, on n'est pas sur du peer learning, mais on est sur du peer learning. On est sur un échange. Ce qu'on veut, c'est qu'on apprenne en continu les uns des autres. Et donc, quand on a construit notre programme manager, il s'appuie là-dessus. Très clairement, notre programme manager, on pourra rentrer dedans plus tard, mais s'appuie sur les échanges entre pairs. En grossissant, tel qu'on grossit, et d'ailleurs tous les trois, il est essentiel pour cette population qui prend cher, comme je disais tout à l'heure, de pouvoir échanger, de pouvoir partager. Et pour ça, c'est mettre en place des rituels où ils ont une zone de partage, d'échange. Ça peut passer à la fois par un channel Slack où on peut se poser des questions. Ça passe par des rituels. Toutes les semaines, on a une demi-heure où ça peut être aussi bien une information descendante, mais ça peut être aussi du partage de bonnes pratiques. Et puis après, c'est la capacité à se parler les uns les autres, à partager ce qu'ils vivent. Et ça, j'y crois vraiment très fort. Je suis absolument convaincue, surtout avec le type de portrait robot, ce que tu disais François tout à l'heure. On a des gens jeunes qui ont besoin de quick win, d'éléments très concrets pour résoudre les problèmes qu'ils ont. Et donc, plutôt, non, je ne vais pas aller suivre une formation, je veux des réponses claires. Tiens, Paul, tu as vécu ça, comment tu as fait? Déjà. Et pour ça, il faut structurer les échanges. Donc, c'est vraiment cet échange en continu. Je retrouve plein de choses dans ce que tu as dit, et justement sur la question de modalité, nous, on avait historiquement un programme assez costaud pour les managers, dans lequel on leur faisait d'abord, comme c'était souvent des primo-managers, déjà les bases du management, donc une formation avec un formateur qui venait, qui nous coûtait cher, etc., pendant 2 jours.
J'entends des petits rires, je me dis tiens, peut-être que je ne suis pas le seul à faire des formations en présentiel, cher, pendant longtemps. Une de la process.com, enfin plein d'éléments. On a fait des choses plus rapides, un peu moins chères, type Fasterclass qui marchait bien aussi. Et ce qu'on s'est fait là, enfin à la fin de l'année, on s'est dit bon, on va quand même faire un bilan, on va leur demander ce qu'ils veulent. Et les deux trucs qui sont revenus, c'est un, on veut pas de la théorie, on veut du concret. Et deux, effectivement, plutôt que d'avoir quelqu'un, une autorité, soit notre patron qui nous explique ce que c'est qu'un manager, soit un prestat qui nous explique, on veut parler à des gens comme nous. Et donc, effectivement, ce qu'on va mettre en place là, cette année, et ce qu'on a commencé à mettre en place, c'est plus de temps d'échange entre managers. Alors, entre managers, ça peut être entre managers du même service. Donc, je suis un manager commercial, et ben, je peux parler avec un manager commercial. Mais aussi, je suis un manager commercial, bah, tiens, je vais parler avec un manager tech. Et ça pourrait paraître un peu différent, mais justement, ça donne un regard différent. Et on est en train de chercher à mettre en place ça avec même des managers d'autres sociétés. Donc, s'il y a des gens qui sont intéressés, on pourra en parler. Mais c'est aussi un regard différent pour voir comment les gens apprennent. Et donc, le contenu des discussions, c'est pas, je dis n'importe quoi, forcément, comment faire un feedback bienveillant, ce qui pourrait être très théorique. C'est vraiment tiens, là, j'ai un collaborateur qui performe bien, mais il fout parfois une bonne ambiance en faisant des remarques un peu pas très bon esprit de temps en temps. Bah, comment je lui dis ça ? Et donc c'est vrai, c'est pas la théorie, c'est là je dois le faire, comment je le fais ? C'est quoi les éléments de langage ? Est-ce qu'on peut répéter ensemble ? Toi, comment tu l'as fait par ailleurs ? Et il n'y a rien de mieux que quelqu'un qui était dans la même situation, enfin qu'un autre manager, pour dire bah, moi je le ferai comme ça, pour même faire l'effet miroir, pour dire bah voilà comment lui pourrait prendre ces éléments-là, que effectivement soit des RH, soit un prestat qui pourrait dire ça. Donc c'est vraiment du concret et du pair à pair. Alors, tout ça résonne aussi, et je suis effectivement un grand convaincu que la formation est un acte social. Par nature, on apprend avec et à travers les autres. Moi, je challenge un peu la question, parce que c'est rare que les managers viennent vers nous en nous disant « je veux telle modalité de formation ». Alors, soit ils ont pu le vivre, évidemment, sur leur point de référence, ils ont apprécié, mais finalement, tu as aussi l'inconnu inconnu. Et donc, ils nous expriment plutôt des préoccupations, des envies, des besoins. Côté Learning and Development, nous, on est très humble. On sait qu'il n'y a pas la solution au miracle, la silver bullet qui résout tout. Et donc, on est beaucoup dans l'expérimentation. Avec ma partner in crime, Heidi, qui est basée aux États-Unis, en fait, on a testé plein de choses l'année dernière. Et à chaque fois, ce qu'on s'attache, c'est à mesurer l'engagement, l'impact et la satisfaction. Et pour donner quelques exemples concrets, dans ce qu'on a fait là en un peu moins d'un an, on a mis en place des formats courts, 2 fois 2 heures, pour tous ceux qui nous rejoignent en tant que manager. Il y en a, mais finalement on l'a ouvert progressivement aussi aux managers qui étaient déjà là depuis 2-3 ans, parce qu'ils ont dit tiens, on a entendu que ça existe et ça nous intéresse. Donc on est vraiment sur nos piliers du management, et c'est l'occasion à nouveau, what great looks like, setting expectation, et créer du lien et engager. On a mis en place, j'y reviendrai tout à l'heure, il y a une autre question, un programme pour nos first-time managers, qui est une expérience sur 12 semaines multimodale. On a mis en place ce qu'on a appelé Manager Gym. Alors que vous haïssiez ou que vous aimiez faire un peu votre workout, vous comprenez le principe, c'est chaque mois, je muscle mes capacités managériales. Et donc chaque mois, on anime en interne un format court, 90 minutes, avec des sessions pour couvrir nos différentes time zones, vient qui veut. Et soit c'est des sujets très pratico-pratiques, une conversation managériale typique que j'ai à mener, par exemple une conversation sur développement de carrière et développement personnel, utiliser les résultats de l'engagement de survey et revenir vers mes équipes, aborder les problématiques de surcharge dans les équipes, ou des choses un peu plus inspirantes. Qu'est-ce que c'est que le leadership authentique et qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Comment je peux avoir une posture de manager coach ? Et donc là, on a testé ça depuis 6 mois. On a eu 130 managers qui ont testé. Ce qui est intéressant, c'est qu'on commence à avoir un noyau dur, 30-40, qui revient session après session. Dans les choses qu'on a expérimentées aussi, tu vois, c'est des petits guides opérationnels, un manager playbook, aussi écrire, documenter le quotidien, le day-to-day d'un manager et notre rôle dans les process people qu'on doit faire tourner. Et puis pas que pour les managers, mais les managers jouent le jeu aussi. Tu vois, on a expérimenté un programme de mentorship. Et là aussi, gros succès. C'est-à-dire que c'était un pilote et 15% de nos effectifs se sont engagés dans le pilote. Donc sans menti, 70 mentors, juste en lançant. Et donc énorme appétit là-dessus, quoi. Donc tester et finalement plutôt favoriser multiple touchpoints. Et je disais, on mesure, et du coup, ce qui est important pour nous, on pose systématiquement 3 questions, entre autres. Est-ce que c'était un temps utile pour moi ? On sait tous que voilà, le temps, la sursollicitation, donc est-ce que, si j'ai investi 90 minutes, est-ce que ça m'a été utile ?
Est-ce que j'ai l'intention, est-ce que je me sens dans l'intention et la capacité à appliquer? Est-ce que je le recommande à mes collègues? Du Net Promoter Score. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est que sur toutes ces modalités, on a des NPS 30, 50, 70, skyrocketing. Et puis, on a à nouveau cette question clé. Oui, dans 80% des cas, les gens disent « ça a été super utile ». Mais on revient sur des choses très pratico-pratiques, concrètes et entre pairs. Ouais, moi, je te rejoins aussi sur le côté très, très concret. On a fait comme vous, on a testé, on a essayé, on s'est planté un peu. Et en fait, on a mis en place comme vous un rituel très, très lean. Tous les débuts de mois, tous les managers reçoivent une capsule vidéo sur un thème managérial. Et en milieu de mois, on fait des web coffees régionaux pour échanger sur ce contenu. Alors ça, c'est un truc qu'on aime beaucoup. C'est laisser les gens prendre l'info, la digérer et après se retrouver entre pairs et échanger sur le sujet. Et on a rajouté un truc, il y a beaucoup de choses qu'on fait comme vous, mais il y a une chose qu'on a rajoutée, c'est que tous les managers chez Aircall, comme on l'a évoqué beaucoup, sont jeunes. Et donc, on offre à chacun des managers un test Insight Discovery qui permet juste de se connaître. Et en fait, c'est le point de départ. Et ça, c'est quelque chose qu'on a beaucoup testé et qui est vraiment le fruit de nos observations. C'est qu'on voyait bien que nos managers avaient du mal, mais parce qu'ils ne savaient pas s'appuyer sur leurs forces, sur leur talent et ne connaissaient pas bien leurs angles morts. Donc, tout nouveau manager, qu'il soit newcomer ou nouvellement promu, bénéficie d'un profil Insight Discovery. On a certifié une dizaine de personnes chez nous, donc on fait tout en interne maintenant. Et ce qui permet, et on a choisi ce test pourquoi? Parce que c'est un test avec des couleurs très simples et que, comme je vous le disais tout à l'heure, on est une entreprise très internationale, ça permet d'avoir un langage commun, facile, et de faciliter grandement la communication entre les gens. Et c'est vrai que ça a été un game changer. C'est-à-dire que les managers, aujourd'hui, quand ils arrivent chez Aircall, ils ont un profil Insight, ils ont comme vous, et on en reparlera, tout un parcours d'intégration pour comprendre quel est leur rôle dans ce contexte-là. Et après, ils ont des échanges réguliers et très concrets. Et moi, plus le temps passe, plus je confirme, c'est la capsule qui marche. On n'a pas le temps. Je veux quelque chose de court. Moi, je parle de nuggets. C'est ça, c'est quelque chose de très court, de très concret, de très impactant. Ou même, dès le départ, je dis, voilà, si vous suivez ça, voilà ce que ça va pouvoir changer concrètement pour vous. D'être hyper concret. J'ai envie de rebondir sur ce que vous dites. Vous avez tous les deux mentionné que vous avez fait parfois des erreurs. Moi, je suis intéressé de savoir c'est quoi le truc qui n'a pas marché pour pas que je passe du temps à les tester si vous voulez bien. Ah ouais. Et franchement, moi, j'ai voulu leur en donner trop. Okay. J'ai fait un programme, franchement, nous avons fait un programme, il y avait tout dedans. Il y avait tout. Vraiment, comment se débrouiller dans une situation difficile. Tout était extrêmement paqué. Ils n'avaient qu'à aller chercher. On avait blindé, on avait mis en place des rituels, etc. C'était trop. Donc, en fait, et c'est pour ça que je reviens sur cette idée de nuggets, c'est vraiment le fruit de l'expérimentation. C'est qu'en donner peu, extrêmement bien ritualisé, parce que, encore une fois, ils n'ont pas le temps. Ils demandent toujours à être formés, mais finalement, ils n'y vont pas. Donc, le seul moyen, c'est de mettre en place ces rituels. Et je vous dis, la capsule vidéo en début de mois et je vais en parler avec mes pairs en milieu de mois, ça marche hyper bien. Parce que finalement, ça ne prend pas beaucoup de temps. Et en même temps, je me nourris. Après, pour ceux qui ont vraiment un growth mindset fort et qui ont envie, oui, on a un contenu absolument incroyable à disposition. Et dès qu'ils ont une question, que ce soit sur Confluence, sur nos pratiques, nos politiques, nos bonnes pratiques, ou que ce soit sur 360 Learning, qui est notre LMS, et qui permet vraiment de partager tout le contenu qu'ils veulent, dont les bonnes pratiques créées par les managers eux-mêmes. Alors, on a déjà pas mal évoqué la spécificité des primo-managers. Ça, c'est des données en fait, qui poussent à l'humilité pour les jeunes comme moi. En gros, la réponse, on s'est demandé, tiens, est-ce que selon l'âge, il y a eu des scores différents
au diagnostic. Et on s'est rendu compte que, bah oui, pas mal. En gros, beaucoup de managers déjà l'apprennent à l'expérience, avec les années, à la dure, entre guillemets, vu que déjà la moitié ne sont pas formés. Peut-être ceci explique cela. Mais en tout cas, voilà, ceux qui ont plus d'expérience et ceux qui ont soit en seniorité, soit en âge, ont globalement eu des meilleurs scores sur notre diagnostic. Du coup, ma question, si vous avez quelque chose à rajouter, sinon vu qu'on a un peu de retard, on ira plus vite là-dessus, mais est-ce qu'il y a des spécificités pour accompagner les primo-managers parce que ils en ont plus besoin, quoi. Regardez direct là. Moi je trouve, juste les slides d'avant vraiment super intéressantes, ça montre que en fait, être manager ça s'apprend. Enfin, c'est pas un truc inné, c'est-à-dire que surtout pour des primo-managers, parfois on a l'impression que mais non, le management c'est naturel, c'est fluide, tu vois, c'est un peu d'écoute, un peu d'expertise, tout ça. Non, en fait c'est aussi un truc qui s'apprend, le cuir se polit et il faut prendre du temps pour que la patine prenne bien. Moi peut-être très rapidement, si on en a peu, je pense que la légitimité, en tout cas la perception de sa propre légitimité chez les primo-managers est très importante. Nous, on a beaucoup de personnes qui se disent, qui sont très très bien, qui veulent bien faire, qui si elles sont là, si elles sont promues managers rapidement, c'est qu'elles veulent bien faire, mais qui se disent, mais en fait, qui je suis pour, tu vois, du haut de mes 28 ans, qui je suis pour éventuellement dire à quelqu'un qui a que 2 ans de moins, il faut que tu fasses ceci, que tu fasses cela, comment est-ce que je peux asseoir mon autorité, ce qui n'est pas quelque chose d'évident, surtout quand on a des gens qui sont bienveillants, à l'écoute et qui pensent que précisément être manager, parfois, c'est aussi s'occuper de ses équipes, parfois les protéger. Maintenant, un manager aussi parfois qui prend des décisions difficiles, qui parfois assume le désaccord. Et donc cette posture managériale-là, c'est, je pense, une des spécificités du primo-manager. Alors moi, j'ai juste envie de dire que vraiment un fonçage de porte ouverte, on ne tire pas sur les carottes pour qu'elles poussent. Et effectivement, il faut du temps. Et c'est pour ça que je rebondis sur un élément que tu as évoqué tout à l'heure, François. Je crois beaucoup au mentorship. Je crois beaucoup et évidemment, en grossissant comme ça, vous imaginez bien qu'on se met à recruter des gens un peu plus costauds, un peu plus expérimentés. Et ces seniors, ces gens plus seniors, qui arrivent avec une expérience et un historique extérieur, ont beaucoup à apporter à nos plus jeunes. Et ça, c'est quelque chose à extrêmement structurer, organiser, parce qu'on apprend terriblement par ce biais-là. Donc oui, le temps est essentiel. Le temps, c'est un de nos gros problèmes dans ce type de boîte. Tout va à toute allure. On se disait tout à l'heure, on est dans une fusée qui monte et ça vibre de partout. Il ne faut pas oublier que justement, ce sont les managers qui sont au cœur de beaucoup, beaucoup de choses. Il faut savoir leur laisser un peu de temps. Et il faut savoir organiser, leur donner les priorités, d'où ces idées de nuggets, de tout ça. Et puis leur donner les outils et les rassurer. Je te rejoins beaucoup sur en quoi je suis légitime d'eux, pour ça se connaître, connaître ce qui est attendu de moi. Et puis le dernier sujet, et ça Stéphane en parlera certainement, c'est les équiper pour avoir les bonnes discussions, très clairement. Ouais, très, très aligné à nouveau. On sait que c'est une transition critique. Passer de contributeur individuel à pour la première fois manager, on change de paradigme, on change de logiciel. Et ce qui nous a rendu performants jusqu'à présent, ce n'est pas forcément ce qui va assurer notre succès en tant que manager. Et c'est souvent un saut dans l'inconnu parce que dans les contextes que tu décris, première ou deuxième expérience professionnelle, boîte jeune, finalement mes seuls points de référence, c'est les managers que j'ai pu avoir, dont 50% n'ont jamais été formés au management. Donc finalement, on parle beaucoup de dette technique, mais on a aussi un peu de dette de formation et de role modeling managérial. Et du coup, nous, les trois spécificités, je te rebondis complètement, leading self, self-awareness, et donc beaucoup travailler sur tout ce que tu as dit, motivation, driver, talent, strengths. Moi, je suis un gros fan aussi de Disc Insight et de Strengths Finder, notamment. C'est à la fois pour se comprendre soi-même, mais ça nous donne aussi des clés incroyables en termes de relations interpersonnelles avec les membres de notre équipe. Le deuxième, c'est ce que tu dis aussi, ce que vous avez dit sur les fondamentaux du management, des conversations. Aucun doute, parce que ça s'apprend, ça se pratique, ça s'entraîne. Et j'y rajouterai une troisième dimension qui est l'intention versus l'impact. Comprendre l'impact que moi, en tant que personne, je peux avoir sur l'équipe et les personnes que je manage. Et je peux avoir les meilleures intentions du monde, je peux avoir un impact désastreux. Et moi, j'adore, et on utilise dans nos formations, le modèle que vous connaissez peut-être de Liz Wiseman, Multiplier et Accidental Diminisher. À chaque fois, c'est un gros aha moment, parce que ça génère des prises de conscience incroyables que,
entre l'intention et l'impact que je peux avoir, il y a parfois un monde. Ça me parle énormément en fait tout ce que vous dites pour les jeunes managers, parce que petit témoignage perso du coup je me chauffe. Moi j'ai créé ma première boîte en sortant d'école, donc j'avais même pas eu de manager comme pour voir comment on manageait les gens. Le seul truc qui a fait qu'à un moment on s'est mis à manager des gens, c'est qu'on a eu des clients parce qu'on avait bien bossé avec mes associés, et du coup il a fallu agrandir l'équipe, et donc on a recruté quoi. Et je pense que j'ai fait toutes les boulettes qu'on pouvait faire en tant que manager, de l'onboarding à l'offboarding, en n'accompagnant pas les gens, en voulant leur laisser de l'autonomie, en fait, en les abandonnant. Enfin bref, je pense que j'ai tout raté. Toutes les premières fois, j'espère maintenant que ça va un peu mieux, mais je me dis, les gens qui sont primo-managers chez vous, ils ont quand même beaucoup de chance d'avoir tout cet accompagnement. Et nous, d'ailleurs, pour pallier à ça, je me suis rendu compte que je faisais un peu n'importe quoi. On a quand même on a été lauréat du réseau Entreprendre, donc un réseau, super réseau pour les entrepreneurs. Et ouais, tu disais que tu croyais beaucoup au mentorat. Nous, un des trucs qui m'a le plus apporté, c'était notre mentor du réseau Entreprendre, qu'on voyait tous les mois. Et l'autre truc qui nous a le plus apporté, c'est on avait des comment on appelait ça, on appelle ça les guild meetings à Station F, ça c'est top. On avait la même chose au réseau Entreprendre avec les fondateurs d'une dizaine de boîtes. Tous les mois, on faisait une bouffe ensemble. Ça durait 1h30, 2 heures. Et on se partageait toutes nos galères du moment. Et moi j'ai déjà eu ça, je fais comme ci, moi je fais comme ça. Et en fait, ça c'était incroyable quoi. Moi tous les mois j'attendais ce moment avec impatience quoi. Et donc cette donnée, c'était assez marrant. En fait, ça touche les problèmes managériaux touchent tout le monde. C'est indifférent de la taille de la boîte. Il n'y a pas eu de score vraiment différent entre est-ce que les gens sont des grosses boîtes et des petites boîtes. Donc quand la taille de la boîte c'est quelque chose de statique, en fait, ça n'a pas d'impact sur le fait que les gens soient bons ou mauvais en management. En revanche, du coup, ce que ça nous a fait poser comme question et qu'on n'a pas testé en fait dans notre étude, qu'on pourra retester une prochaine fois, c'est la dynamique. C'est à quel point en fait, quand une entreprise recrute beaucoup de monde, comment on fait pour mettre tout le monde au niveau ? Est-ce que là, si on a des vagues de recrutement, comment est-ce qu'on forme tout le monde au management ? Il y a sûrement aussi des enjeux culturels. Enfin bref, voilà. Comment on se débrouille quand il y a une dynamique forte de croissance ? S'organiser, se structurer, processer et onboarder. Je crois que c'est surtout le premier mot. C'est vraiment s'assurer que toutes ces nouvelles recrues disposent des outils, des informations et du cadre pour bien faire leur boulot en arrivant. Et je crois que c'est ce qu'on a appris certainement tous les trois en étant dans des boîtes qui grossissent très vite. C'est que il n'y a pas de secret. C'est extrêmement rapide et important comme volume. Doubler en un an, c'est juste énorme. Donc, organiser, structurer et écouter. Donc, ce que disait François tout à l'heure, toute action de formation, toute action RH est mesurée. Est-ce que ça marche ? Est-ce que vous le conseillez à vos pairs ? Comment ça marche ? Et puis après, c'est de l'itération. Donc on a testé beaucoup de choses très différentes. On s'est rendu compte que quand même, pour les managers, l'essentiel, c'est d'être écouté, c'est d'avoir du temps d'échange. Ce que je n'ai pas évoqué tout à l'heure, c'est qu'on a mis en place aussi du coaching en illimité pour nos managers. Donc c'est-à-dire que tous les managers, s'ils ont la moindre question, s'ils ont le moindre problème, quel qu'il soit, peuvent contacter un coach. Et ça, c'est quelque chose qui est très apprécié, très utilisé, en plus de nos HRBP qui ont une proximité très, très importante avec eux. Donc si je résume, c'est effectivement structuré, organisé, équipé et s'assurer qu'il y ait les temps pour partager. Moi, si j'y réponds à nouveau peut-être sous le prisme de l'angle managérial, c'est oser investir. Ça peut paraître facile. Je sais que Nicolas Fritz, notre CEO et CPO, dirait prendre le temps d'aller vite, mais c'est fondamental. Et je pèse mes deux mots, oser investir. Investir parce que, dans l'exemple, c'est si je vais doubler, ça veut dire que nos first line managers, ils vont recruter des tonnes de personnes. Et le recrutement, c'est quand même une décision d'une extrême importance pour une entreprise. Et donc la capacité d'être un hiring manager
que ce soit dans la définition de la job desk, que ce soit dans la capacité à mener des entretiens de recrutement pertinents, d'évaluer le fit, le potentiel, le match avec les values, l'intégration dans la dynamique d'équipe, c'est une science et c'est un art, et ça s'entraîne aussi. La capacité à effectivement réussir les onboarding. Il y a plein de littérature sur l'importance des 30-45 premiers jours, et finalement les managers, ils n'ont pas tout sur leurs épaules, mais ils ont un poids extrêmement important dans la réussite de cette intégration et de mettre les nouvelles personnes en capacité de performer et de s'intégrer. Et puis c'est sur leur capacité aussi à développer la dynamique d'équipe. Il y a plein de belles littératures sur la dynamique d'équipe aussi, mais comment vous faites quand chaque trimestre vous rajoutez une ou deux personnes dans votre équipe et que vous le faites. Et donc moi j'aime bien l'analogie, là on pose les rails devant la locomotive qui est à toute vitesse, et en même temps il faut arriver à faire ça. Et investir, parce que effectivement ce que tu disais, c'est oser structurer, définir là-dessus, et c'est vrai que le rythme scale-up, c'est grisant, c'est extrêmement enrichissant, mais ça peut être aussi parfois aveuglant, et c'est facile de ne pas oser investir. Et puis, à nouveau, moi je reprends Liz Wiseman, mais voilà, oser investir pour faire de vos managers à la fois des aimants et des multiplicateurs de talent. Et à nouveau, ça rebondit sur tout ce qu'on a dit jusqu'à présent, quoi. Alors, un premier point qui est peut-être avant même l'arrivée, c'est la qualité des recrues. Nous voulons effectivement faire, on a levé des fonds en février dernier, donc on s'est dit on va recruter encore plus, et à un moment donné on s'est dit non, on va recruter moins parce qu'il y a un risque que la qualité des recrutements, la quantité de recrutement se fasse au détriment de la qualité. Et pour le coup, arriver à maintenir une qualité de recrutement constante, voire même en hausse, c'est ce qu'on essaie de faire cette année, est essentiel. Et justement, quand on est dans ce rythme d'accélération, on a souvent des nouveaux managers qui n'ont pas déjà recruté et qui peuvent éventuellement se dire bah voilà, on va recruter quelqu'un qui fait le taf, entre guillemets. Nous, chez Lucas, on recrute des potentiels, et donc on veut effectivement dire, voilà, on recrute des gens qui conviennent pour le job, et pour le job d'après, et éventuellement pour celui d'après. Et donc, déjà, c'est garder ce niveau d'exigence. Ensuite, la question, c'est un peu perverse, parce qu'en fait, chez Lucas, nous, on recrute quasiment pas de managers. En fait, on recrute des juniors, on les forme, et on les fait grandir. Et c'est un élément qui est assez intéressant, parce que on prend un collaborateur, moi j'aime bien distinguer, on va dire, 3 strates. Il y a à la fois le collaborateur productif, donc, qui maîtrise la technique, l'outil, le sujet. Il y a l'être collaboratif avec tous ces soft skills, comment j'interagis. Et puis il y a l'être social, comment est-ce que je me sens dans la culture de cette entreprise-là. Et pour le coup, l'avantage quand on est avec un manager qui est potentiellement primo-manager, mais qui n'est pas primo-arrivant dans l'entreprise, c'est qu'à minima sur la partie technique qu'il maîtrise, et donc on peut se concentrer peut-être plus sur les 2 autres dimensions qui sont essentielles. Avec effectivement du mentorat, avec la notion de parrainage aussi qu'on peut faire et éventuellement qui est intéressante. Donc pour moi, il y a cet élément-là. Et si demain je devais accueillir un nouveau manager, là je vais reprendre mon ancienne casquette d'entrepreneur. Il y a peut-être une erreur que j'avais faite et peut-être on fait, c'est qu'on a l'impression que plus quelqu'un est junior, plus il faut passer de temps pour le former, pour l'onboarder. À l'inverse, quelqu'un qui est déjà expérimenté, entre guillemets, il sera seul, il sera autonome. Je pense qu'il faut à minima passer autant de temps avec les personnes seniors, et plus elles sont seniors, plus il faut passer de temps avec elles pour s'assurer qu'on est bien sur les mêmes méthodes de travail, qu'on est aligné sur les objectifs, qu'effectivement elle ne va pas faire quelque chose à sa sauce qui ne nous convienne pas initialement. Et donc il y a peut-être un biais de se dire je coach plus les petits bébés que les seniors. Non, c'est pas vrai. Même les managers de managers, il faut glue to them et rester avec eux le plus longtemps possible. Dernière question avant le coffee break. On s'est rendu compte qu'on s'est intéressé au sujet du feedback. C'est une compétence essentielle aujourd'hui, d'ailleurs de tout temps, pour les managers, et pas que, aussi pour les managers. Il faut savoir faire des bons feedbacks à son manager. On s'est rendu compte que quasiment les 2/3 des managers avaient des rituels d'équipe, qui mettaient en place des rituels d'équipe pour échanger avec leurs équipes, se passer des informations, etc. Mais seulement 1/3 des managers avaient mis en place des rituels de feedback. Du coup, la question c'est comment vous positionnez vis-à-vis de ça d'un point de vue culturel ? Est-ce que pour vous, les rituels de feedback, comment est-ce que vous mettez ça dans vos entreprises ? Est-ce que vous avez poussé ces sujets dans vos entreprises ou vous laissez ça propre à chaque manager ? Je me lance. C'est un sujet qui souvent touche au cœur. Moi j'aime bien l'analogie du corps humain. Du cœur et qui irrigue tous nos organes. Et pour moi, la capacité d'avoir des conversations de feedback et d'avoir des conversations de coaching, c'est un peu les 2 veines qui irriguent tout ce qui est performance, engagement,
motivation des collaborateurs. Et pour moi, la culture de feedback, elle apporte évidemment, mais aussi elle est révélatrice de beaucoup de choses en termes de maturité culturelle et organisationnelle. Parce que si j'arrive à faire une culture de feedback, ça dénote la notion de confiance et de vulnérabilité, et d'humilité et d'ouverture. C'est en prise directe avec l'état d'esprit que tu mentionnais, le growth mindset, développement. Ça requiert une sécurité psychologique parce que ça veut dire que je suis prêt à m'exprimer et à entendre ce que les autres veulent dire. Et puis, ça nécessite aussi un petit peu d'intelligence émotionnelle, à la fois dans la capacité à le donner et à le recevoir. Alors, c'est super désirable, mais je pense qu'on a tous galéré, et je me l'applique à moi-même d'ailleurs. Est-ce que j'en donne assez? Peut-être pas. Est-ce que j'en sollicite assez? Peut-être pas. Donc, il y a un vrai enjeu de passer à l'échelle culture. Alors, moi, je l'ai expérimenté dans pas mal de contextes, d'essayer de pousser ça, et j'en retiens 4 facteurs clés de succès. Un qui est, alors on a la pression parce qu'on est sur un expert mondial du sujet, mais un, c'est déjà s'accorder sur un langage commun pour nous et qui fit avec notre culture, parce que tu vois, il y a énormément de littérature, de modèles, de choses comme ça, et déjà, est-ce qu'on s'accorde à dire, on parle de la même chose quand on parle de feedback ou feed forward? Et à nouveau, on parle de choses très concrètes. Donc les gens, ils sont friands. Dis-moi, quel est le modèle? Quel est le modèle de conversation, de feedback que je dois utiliser? Alors là, quand on a un peu de recul, on se dit, à la fin, de toute façon, ils disent tous la même chose. Ouais, mais si j'ai pas mon petit outil avec mon petit acronyme, on va pas faire la même chose. Donc déjà, s'accorder sur ce langage commun, c'est vachement important. Le deuxième, du coup, c'est éduquer et entraîner. Et là aussi, bite size, nugget, qu'est-ce que vous voulez, mais former au feedback. Moi, on avait fait des beaux dispositifs avec, tu vois, des champions internes, des train the trainer, sur des formats courts aussi, où on a déployé dans plein de pays des formats courts à pourquoi donner du feedback, comment donner du feedback, et on s'entraîne pendant la formation. Le troisième, c'est l'ancrer. Et à nouveau, tu vois, c'est là où on peut faire des mises en abîme. C'est-à-dire quand on dispose des dispositifs de formation, il y a toujours des mises en situation. Dans les mises en situation, on fait donner du feedback. Et ben on utilise le modèle de feedback de l'entreprise pour donner du feedback dans le contexte de la formation. Et du coup, là, c'est du renforcement. La troisième chose, c'est rôle modèle. C'est bien d'avoir l'injonction de donner du feedback, mais est-ce qu'on le fait? Et c'est bien solliciter, donner et recevoir du feedback. Parce que souvent, on le minimise à dire c'est la capacité du manager à donner du feedback à ses équipes. Mais si on le réduit à ça, finalement, c'est pauvre. Et si je suis capable de démontrer que c'est solliciter, et que moi, en tant que manager, je sollicite, et j'accueille à bras ouverts le feedback qu'on peut me donner, mes membres d'équipe, mes pairs, mon manager, finalement, je démontre que c'est important, et je place la barre. Et moi, j'ai des souvenirs mémorables de formation, alors, il y a quelques années, autre contexte, où on déployait ça, et notre directeur financier et sa leadership team disaient nous, on va être dans les premiers à être formés à ce format-là. La personne, à l'époque, avait quand même une vue externe d'être quelqu'un un peu assertif, tu vois, dans le Disc Insight, il était très rouge, tu vois, très dominant, un peu tough, quoi. Et je pense que jamais personne dans son équipe lui avait jamais donné aucun feedback, quoi. Et donc à la fin de la formation, on pratique. Et donc là, speed dating, où chacun doit donner à chacun des autres un feedback de reconnaissance et un feedback de développement. Et donc là, ça a été un moment riche, mais tu vois, de dire ah ouais tiens, je peux donner du feedback, je peux l'accueillir, je peux l'évaluer, même entre nous au niveau leadership. Et puis voilà, le quatrième, c'est l'ancrer aussi dans nos process, dans nos dispositifs, les one-one, les managements d'équipe, les perf review. Donc voilà, une approche assez systémique sur le sujet. Et ça peut marcher. Ça peut marcher, je suis d'accord avec toi. Moi, je retiens 2 choses. Je suis très alignée sur ce que tu as dit. Le premier, c'est l'injonction. Cette fameuse « il faut faire du feedback ». Ouais, il faut, mais pourquoi? Et en fait, plutôt que « il faut », moi, je crois beaucoup au role modeling. Je crois beaucoup à l'exemple. Je crois beaucoup au courage managérial qui est... avant de dire « il faut que », déjà, je le mets en pratique. Une autre bonne pratique, c'est de faire venir Stéphane Morio chez vous. Et ça marche pas mal. Je peux vous le dire. Et puis, moi, mon dernier, mais mon obsession absolue, c'est consistency. C'est vraiment la cohérence. Donc, le dernier point que tu as évoqué, François, c'est que c'est super de parler de feedback, mais il faut que ça se retrouve partout. C'est-à-dire qu'on peut... C'est pas un process à part. C'est un process qui irrigue tout. C'est un process qui témoigne... on parle beaucoup de culture du feedback. La culture du feedback, c'est dans tout ce que je fais. C'est dans les décisions que je prends.
c'est vraiment et c'est une forme d'authenticité et d'honnêteté vis-à-vis de soi-même, si je peux pousser un peu plus loin le délire philosophique. Mais pour moi, c'est vraiment ça. Et donc pour ça, il faut que ce soit absolument présent dans tout ce qu'on met en œuvre, en tout cas en RH, et qu'on pousse auprès de nos managers, qui sont les premiers relais de ça, en effet. Ouais, j'aime bien quand tu as reparlé de la culture du feedback plutôt que le process de feedback. Je pense que c'est l'enjeu qui est essentiel. D'ailleurs, c'est même pas que du feedback, c'est du débat d'idées au sens large. Là, on a l'impression de se concentrer un petit peu sur le feedback, un peu one-to-one, manager-manager. Ça peut être des pratiques plus diffuses. Il peut y avoir des feedbacks collectifs entre une équipe en son sein, pour se dire comment est-ce que nous on fonctionne, entre un manager et une entreprise. Nous, par exemple, on a des sessions de Q&A avec notre CEO qui va faire un Zoom avec toute l'entreprise. Et là, pour le coup, c'est open feedback et open challenge. Pourquoi on a fait ça ? Je ne comprends pas pourquoi on a présenté des choses comme ça. Donc il y a des messages un peu forts qui sont aussi passés par ces canaux-là. Alors, il faut effectivement l'assumer de le dire devant tout le monde, mais ça traduit en tout cas une culture du dialogue, de l'échange. Et d'ailleurs, je trouve la notion de culture est encore plus peut-être plus importante que le process même. Donc, voilà, on a eu la chance d'avoir le Open Books. Donc chacun peut acheter des bouquins qui sont bien sûr avisés pour potentiellement professionnels et puis se les faire rembourser. Voilà, nous on dit à tous les managers, lisez Kim Scott, Radical Candor. Bah, ça, je peux vous dire que c'est aussi top impact, et ça crée un langage commun, on en parlait tout à l'heure, qui est super important. Après, sur les rituels de feedback, il y a aussi des outils. Alors, on peut bien sûr se faire aider de Presta, donc nous, c'est ce qu'on a fait, et je vous invite d'ailleurs, on a la chance d'être accueillis par des startups qui peuvent nous aider effectivement à être formés, parce que ça s'apprend. Il y a aussi des outils qui peuvent aider, et nous, chez Lucas, on utilise pour le coup NoteSoft pour arriver à créer ces rituels de feedback, à la fois avec une fonctionnalité qui permet de faire des demandes d'avis. Donc en gros, les collaborateurs peuvent demander d'avis à des pairs de leur équipe, leur manager, dans d'autres départements quand ils le souhaitent. Donc ça permet à minima de dire si je veux avoir du feedback collecté de façon structurée, processée, et que ce ne soit pas une peine et d'aller juste toquer à la porte des uns des autres, je peux le faire. 2, dans les points trimestriels, je peux effectivement avoir un feedback, mais aussi en donner à mon manager. Et donc on a une trame d'entretien qui permet de dire ça. Et 3, c'est le module, et ça c'est carrément un outil à part entière, qui s'appelle Populi Engagement, qui permet en fait juste de mesurer le bien-être des collaborateurs au quotidien. Et derrière, pour chaque manager, d'avoir ce retour-là. Et dans ces questionnaires-là, on a parfois des feedbacks, parfois même sur le manager. Qu'est-ce que éventuellement je pourrais changer dans ma relation avec le manager ? Qu'est-ce que moi, en tant que collaborateur, je pourrais faire différent ? Et ça crée des espaces d'échange pour effectivement se dire les choses. Donc voilà, même typiquement, nous, l'équipe RH, on a lancé le quiz il y a 3 semaines, donc avant le départ en vacances. On a vu qu'il y avait des choses à améliorer, notamment sur la charge de travail. Et effectivement, moi, en tant que manager, je me suis dit, oui, effectivement, je pourrais peut-être mieux prioriser les choses. Et à la fois, certains membres de l'équipe, je dis, oui, effectivement, ce conseil méthodologique-là, tu l'as peut-être pas suivi, et effectivement, c'est un peu plus compliqué. Et on a eu cet échange-là collectivement, donc ce feedback-là, il est aussi collectif et à travers des outils parfois. Je voudrais juste ajouter un mini truc. Encore une fois, on est dans des environnements où le temps manque beaucoup. Donc le rituel, la structure est fondamentale. Charles l'a évoqué chez Content Square, je ne sais pas si c'est le cas chez Aircall, en tout cas, nous avons des reviews qui sont tous les quarters, donc tous les 3 mois. Déjà, ça cadence l'échange. C'est-à-dire que tous les quarters, le manager et le collaborateur font une revue de performance, de qu'est-ce qui marche pas. Selon toi, t'en es où ? C'est quoi tes key strengths ? Où est-ce que tu dois t'améliorer, tes forces, tes faiblesses ? Et vraiment, ces formes de ritualisation permettent de forcer l'échange. Et parce que effectivement, il faut laisser le temps. Encore une fois, je suis désolée, c'est ma marotte. Et il faut organiser ce temps, sinon ça ne se passe pas. Alors, ça va être l'heure de la pause café. Avant que vous puissiez prendre votre petit café, est-ce que des gens ont une question ? On va répondre juste à une question, il y aura un autre moment question-réponse plus tard. Et sinon, vous pourrez poser vos questions directement avec un café à la main. Mais si jamais il y a une question... Bonjour à tous. Une question, je ne suis pas sûr que vous ayez toutes les cartes pour modifier ça, mais pourquoi les managers manquent de temps ? On a la journée. Hein. C'est une bonne question, merci d'avoir posé. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il faut grossir, et très vite. Il faut grossir parce qu'il faut aller très vite. On est des entreprises qui avons derrière nous des actionnaires qui doivent vite récupérer leurs dividendes. Je suis un peu caricaturale, mais on n'est pas loin quand même de ça. C'est une réalité. L'objectif, et surtout dans cette phase de croissance de ces entreprises, c'est de très vite gagner des parts de marché. Et donc pour ça, on a besoin de ressources et donc on grossit très très vite.
C'est pas plus compliqué que ça. Donc après, cette gestion de temps, laisser le temps au temps, c'est vraiment quelque chose qui est pour le coup compliqué dans ce type d'environnement. C'est mon expérience. Ouais. Je pense que, enfin, je sais pas, le rôle des actionnaires, en l'occurrence chez Lucas, on a la chance d'avoir 70 collaborateurs qui sont actionnaires. La société est détenue en majorité par le CEO et les actionnaires. On a eu 20 ans de croissance effrénée et aussi un rythme de dingue avant d'avoir un fonds d'investissement qui est rentré. Donc, je ne sais pas si c'est uniquement ça. Moi, je pense que c'est effectivement plus un truc sociétal. Je connais personne. Quand j'étais entrepreneur chez Bloom, on posait la question du temps. Et je n'ai pas vu une seule entreprise dans laquelle des collaborateurs disaient « Ah non, mais moi, en ce moment, j'ai plein de temps, ça va super. » Enfin, il est très résiduel, mais je pense que c'est vraiment un truc sociologique. Et là, on sort du cadre RH. Mais le bouquin que j'ai le plus offert à Noël, c'est un bouquin d'Hartmut Rosa, effectivement, qui est sur la résonance et l'accélération sociale. Et si vous avez le temps, juste allez voir TED, c'est une des vidéos TED les plus fascinantes que j'ai vues, qui pose avec des mots très clairs ce phénomène d'accélération sociale qui sort, je pense, même du cadre pro. Et voilà, Hartmut Rosa, j'adore. C'est la Sainte Hartmut le 23 janvier, je suis fan. Ouais, pour répondre, la question, elle est pertinente et on peut se challenger. Je pense qu'il y a la partie croissance forte et je pense l'autre. Alors, elle n'est pas spécifique ou unique pour nous, mais c'est le rôle ambidextre. C'est-à-dire ce que j'évoquais, c'est-à-dire que beaucoup de managers ont aussi encore un rôle opérationnel. Et finalement, c'est parfois un peu de double casquette. C'est à la fois, je dois être doer sur une partie du scope et en même temps, je dois avoir ce rôle avec tous les attendus qui peuvent parfois être angoissantes quand on voit là, tout ce qu'il faut faire pour être un bon manager. Et voilà, et c'est la tentation de dire je me focalise à délivrer plutôt que à nouveau oser prendre du temps sur investir pour moi-même, parce que quarterly review, est-ce que je délivre chaque quarter mes objectifs, et finalement très vite ça donne des horizons de temps courts, et donc comment j'arrive à rentrer sur un horizon de temps long où je vois mon retour sur investissement d'avoir passé ces 2 heures ou ces 90 minutes, mais je suis à cette maille-là, quoi. La gestion de temps court, temps long, c'est effectivement un vrai challenge pour eux. Ça, c'est clair. Ouais, mais, alors, ouais, c'est bien, c'est la dernière question. On a l'impression que je suis pas forcément. Chez Lucas, on nous est arrivé effectivement de se dire cet objectif de quarter-là, on le repousse parce qu'on pense long terme. Et pour le coup, j'ai l'impression qu'on a vraiment pas trop d'arbitrage court, moyen terme. Alors, bien sûr, peut-être pour les commerciaux, c'est français, mais dans la façon, dans la philosophie dont on pense même nos recrutements, je le disais tout à l'heure, dans la façon dont on va développer nos softs, on accepte de prendre ce temps long. Et pour autant, on manque de temps parce que je pense aussi qu'il y a une notion intrinsèque et internalisée des collaborateurs qui ont envie de bien faire, qui ont envie aussi de montrer qu'ils sont responsables de leur travail, qui sont des top collaborateurs, des top performeurs. Et je pense qu'il y a une notion plus globale de force internalisée et pas qu'extrinsèque dans ce modèle-là. Et je pense que même là, on est dans la station F, ça va à 2000 à l'heure. Alors voilà. Dans toutes les entreprises, ça va à 1000 à l'heure. En tout cas, c'est ce qui est perçu et ressenti. Mais j'évite un peu les questions en remettant ça sur le côté sociologique. Bonjour. Je rebondis du coup dessus. En tant que manager doer, je pense que pour faire respecter et en tout cas atteindre les objectifs des collaborateurs, moi j'ai une partie avec ma team d'optimisation du temps de travail. Et si on doit montrer l'exemple, a priori, on ne devrait pas autant manquer de temps. Et du coup, je ne sais pas comment est-ce que vous l'impliquez, vous, quand on dit former des managers, c'est aussi former à manager son temps. Parce que si on dit à nos équipes comment manager leur temps, on devrait pouvoir y arriver nous aussi, quoi. Merci beaucoup. C'est sur en quoi on est un rôle modèle, un exemple pour les autres déjà. Donc effectivement, et d'autant que le time management, c'est des éléments sur lesquels on les forme. Donc c'est juste. Je te rejoins pas mal, Charles, sur le fait qu'il y a une histoire de perception et de course au temps. On peut être aussi un très très bon gestionnaire de son temps et pour autant avoir le sentiment d'en manquer en continu. Donc pour moi, il y a cette dichotomie entre la perception et la réalité. Et après, vous n'empêcherez pas d'être dans un environnement où les décisions sont prises très vite. On est dans une forme, il faut voir le côté positif des choses, hein. On est dans des environnements extrêmement énergisants, d'une agilité assez bluffante, hein, même en étant 800, je suis sûre que 1600 encore, 400 sans nul doute, où on est capable de faire pivoter, de prendre des décisions rapides, de recruter rapidement, d'intégrer rapidement. Donc oui, c'est chaud, c'est juste, mais pour autant, on arrive à aller assez vite. Donc du coup, on est aussi sur une logique d'efficacité très forte. Et l'autre challenge, c'est être efficace, c'est bien, mais il ne faut pas perdre l'humain.
Donc ça reste effectivement, donc trouver des process, des organisations où chacun a encore une fois la place de s'exprimer, la place d'échanger, la place d'apprendre et de se développer. Alors, je suis désolé, il faut on est contraint par le temps. On pourrait rester là des heures, voire des jours. Mais il est l'heure de prendre 7 minutes pour un petit café. Et à 10h, on reprend parce que Stéphane prendra la parole. Merci beaucoup.